Alors ce projet est né, sur un coup de tête, mais je suis assez, contente, de la manière dont tout ça s'est mis en place. En fait, suite au record de Patrick Bohard, je lis un article, 2 jours après, où je lis qu'aucune femme n'a tenté le record et ça faisait une semaine que j'avais un sentiment de frustration assez énorme parce que c'était la semaine de l'UTMB. L'UTMB avait été annulée, je me sentais en forme, ça faisait, plusieurs mois où j'avais enchaîné, quelques blessures quand même et je me disais: «C'est dommage, je suis en pleine forme, je suis entraînée et il y a rien». Et je me disais: «Bon, faut que je trouve un ultra avant la fin de l'année». Je cherche et tout s'annule. Et donc en lisant ça, j'ai eu, comme dans une BD, hein, le cling de l'ampoule. Et là, je me suis imaginée, voilà, en train de faire mon propre record. Sans le Covid, il est certain que je n'aurais jamais fait ça, je pense. Mais l'idée était là. Et je me suis dit, ce sera ton ultra. Tu vas te fabriquer ton propre ultra trail et tu seras comme ça, pas frustré durant l'hiver en attendant 2021. Je trouve que on se rend pas assez compte une féminine, quand elle prend le départ d'un ultra, elle est capable d'aller plus loin qu'un homme, on va dire. Je trouve que c'est pas encore assez mis en avant sur les capacités des féminines. Après, c'est physiologiquement, c'est expliqué. On a une masse grasse plus importante, donc on a la capacité aussi de tenir plus longtemps quand l'effort est long. Donc c'était aussi mettre un petit peu les femmes en avant. On n'est pas beaucoup d'ultra traileuses malheureusement pour pouvoir se faire remarquer à ce niveau-là. Je me voyais abandonner même. Je me suis dit combien de temps ça va tenir et quand est-ce que je vais devoir abandonner parce que je vais devoir vomir et que je pourrais plus avancer et ça va me ralentir et j'aurais faire une longue pause ou et puis forcément je baisse de régime parce que le corps ne répond plus complètement. Je peux plus donner autant d'énergie. Je mange rien là pendant ces 4 heures, 3-4 heures. J'ai envie de rien. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élise Delannoy, une ultra-traileuse du nord de la France, qui s'est lancée un incroyable défi à l'automne 2020. Habituée des performances de haut niveau, Élise avait l'année précédente marqué les esprits à l'UTMB en signant une remarquable 7e place, finissant ainsi première française de cette ultra de légende. Cette course épique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est aussi l'histoire d'un défi qui n'aurait probablement jamais vu le jour dans un contexte non-Covid. Plutôt que de subir annulation et report de course en cascade, Élise s'est lancée dans le projet fou d'organiser son propre challenge, se lancer à la conquête du record du monde de dénivelé en 24 heures. Et tout cela en seulement 3 semaines. Cette course épique, c'est l'histoire d'une femme, mais surtout d'une sportive hors norme et plus que tout d'un projet collectif, tant Élise aura été entourée, soutenue, choyée par son entourage et je dirais même par toute une région venue lui témoigner en nombre son affection et son admiration pendant 24 heures. Plongez avec moi dans ces échanges d'une grande simplicité, riche de partage et de générosité, au service d'un exploit sportif hors du commun. Mais je ne vous en dis pas plus. Élise va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Oh les cœurs! Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Élise, je suis ravi de te recevoir dans ce 26e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, écoute, ça va très bien. Tant mieux, je m'en réjouis. Une journée enneigée aujourd'hui à Paris en tout cas, c'est un peu moins le cas chez toi de ce que j'ai pu comprendre. Oui, alors voilà, moi je suis fraîchement arrivée à la montagne, ça fait juste une semaine et oui, je suis sous la pluie. J'ai l'impression d'avoir ramené le temps du Nord. Ironie du sort, de la neige à Paris et de la pluie dans les montagnes. Le monde va mal. Élise, avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Élise Delannoy. J'ai 36 ans. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Maintenant, je dis plus que je vis dans le Pas-de-Calais. Je dis que je suis originaire de là-bas. Ça fait une semaine que j'ai déménagé à la montagne, tout près d'Annecy. Donc, je suis très heureuse de pouvoir enfin être proche de la montagne, qui est un peu mon leitmotiv dans la vie. C'était l'objet de ton déménagement, c'était de te rapprocher de la montagne? C'était vraiment Ouais, la principale raison? c'était un projet personnel, vraiment une envie d'être au plus près de la montagne. Je suis une passionnée, on va dire, de la nature en général, mais c'est vrai que quand j'allais à la montagne, je me sentais très bien et j'ai compris que c'était un besoin et donc il fallait se lancer, quoi. C'est bien de l'avoir fait. Ouais, non, je suis contente. Jusque-là, bon, ça fait qu'une semaine, hein, mais j'ai le smile tous les jours quand je lève les yeux, donc non, je suis très heureuse. Très bien. Est-ce que tu pourrais préciser peut-être des choses, oui? Je t'ai interrompu sur ta présentation, n'hésite pas. Oui. Donc, on continue sur la présentation. Donc, donc je travaille, hein, je fais du sport, mais je travaille à plein temps. Je suis responsable commercial et produit chez Stago, donc au niveau international. Stago, c'est une société qui propose des systèmes d'hémostase. Donc, je vous résume globalement, c'est tout ce qui touche à la coagulation du sang pour les laboratoires d'analyse médicale et les hôpitaux. Donc moi, j'ai évolué vers un poste international. Avant, j'étais plus commercial au niveau de la région des Hauts-de-France, un petit peu aussi sur la Wallonie en Belgique. Et donc là, j'ai évolué sur international. Donc c'est un double challenge. Il y a le changement de vie perso et puis aussi le changement pro. Donc je suis en plein bouleversement. 2021, l'année du changement pour toi. C'est ça, Et surtout de là plein de belles sur le début d'année. perspectives. J'espère, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport, Élise, et les premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais plus jeune, enfant, ado? Qu'est-ce qui te faisait envie et à quoi tu consacrais du temps comme sport si tu avais une activité sportive? Alors, quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais le désavantage, on va dire, de vivre à la campagne. Ça avait plein de points positifs, mais le problème, c'est que j'avais pas accès à tout ce qui était côté associatif, un stade, une piscine. Donc, j'étais plutôt une petite fille qui était toujours dehors, qui était sur son vélo, sur son cross, à faire des tours. Mes parents sont agriculteurs, hein, donc j'avais une grande maison avec un très grand terrain. Donc, durant ma jeunesse, pas trop pratiqué de sport spécifique. C'est pour ça aussi que je suis un peu à part parce que souvent les athlètes qui font de l'ultra ont un passif intense durant leur enfance. Et c'est vrai que c'est pas mon cas. J'ai commencé à courir en fait au cross du collège et à partir de là, j'ai vu que j'aimais bien ça, même si j'ai pas fait de compétition après pendant les années lycée. J'avais des amis qui étaient pas trop sportifs, mais moi je continuais à courir pour le plaisir. Et puis c'est après, autour de l'âge de 20 ans, où j'ai vraiment commencé à pratiquer le 10 km. Et je me suis rendu compte que plus la distance était longue, mieux ça se passait. Et je suis ensuite basculée sur le semi. Enfin voilà, ça s'est fait petit à petit, mais plutôt, on va dire, à l'âge adulte. Et la dimension compétition t'intéressait particulièrement ou c'était une pratique amateur, ça t'allait bien? Alors la pratique amateur m'allait bien le temps que j'étais ado. C'est après, ouais, je me suis rendu compte que quand j'avais un dossard, j'arrivais un petit peu à me surpasser. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un mari très sportif qui du coup m'a mis pas mal au sport. On a commencé aussi à faire du raid ensemble. Et ouais, je me suis rendu compte que j'aimais bien la compétition et que ça mettait du piment, on va dire, au niveau du sport. Donc après voilà, tout s'est pris dans un engrenage au niveau soit de la course à pied, soit du raid, et ce qui nous a amené en 2006 à créer le club de triathlon de notre ville à l'époque à Arras. Donc voilà. Après il y a eu le côté associatif avec les copains. Voilà, c'était vraiment une vie perso tournée autour du sport et vu qu'on avait la même passion, ça avait tout son sens. Comment t'as senti que sur les plus longues distances et sur les formats ultra, ça se passait bien pour toi? Tu avais des prédispositions? Tu sentais que les efforts d'endurance longs étaient faits pour toi ou ça a vraiment été une découverte au fil de l'eau, graduellement en faisant évoluer les distances? Alors, je pense que je m'en suis rendu compte quand je pratiquais le triathlon. Enfin, je faisais plus du duathlon. Et je faisais ça en division 2. En fait, il y avait les divisions 1 et en dessous la division 2. Donc, j'étais avec un club, c'est le club de Cambrai. On se déplaçait un peu partout en France pour faire les manches. Et c'était des manches courte distance. Et je souffrais. Je souffrais vraiment. À la fin, j'ai limite écœuré à la fin de la compétition. Par contre, j'avais également fait les championnats de France de duathlon longue distance.
Et j'avais fait toutes les sélections, hein, départementales, régionales. J'avais été championne régionale. Et j'adorais le côté long. Et il y a une année, j'ai fait ça 2 ans, le court et le long. Et la deuxième année, j'ai dit stop, je ne fais que du longue distance. Ça représente quoi le format longue distance ? C'était 10 kilomètres à pied, enfin c'est toujours, je pense, 10 kilomètres à pied, 80 kilomètres en vélo et 10 kilomètres à pied. D'accord. Donc j'avais pas un entraînement vraiment spécifique pour du long. Je m'entraînais avec le club de triathlon, donc c'était un entraînement pas trop poussif, hein, et je m'en sortais bien, et c'était vraiment un effort qui me plaisait. Donc je me suis dit faut peut-être que je me tourne sur du long et que j'arrête le court, ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai connu le trail en 2014, et du coup j'ai complètement stoppé la pratique du triathlon et du duathlon parce que j'avais trouvé mon sport, quoi. Hormis le record de dénivelé en 24 heures dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui, tu as un palmarès de courses qui est très fourni. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux courses qui ont fait particulièrement basculer ta vie sportive ou peut-être même ta vie plus globalement dans une nouvelle dimension ? Je pense notamment à l'UTMB 2019 sur lequel tu as marqué les esprits. Est-ce qu'il y a une ou deux courses vraiment fondatrices dans ton parcours personnel et sportif ? Oui, il y a d'abord avant l'UTMB, il y a déjà eu l'Ultra Race. Donc ça, c'était le format long, le 130 km de la Maxi Race. Donc ça, c'était en 2018. C'était fin mai. Je m'étais bien préparée. C'était la première fois que j'essayais quand même de bien me préparer pour une compète. D'habitude, c'était un petit peu, on fait en fonction du temps que j'avais. Je faisais rien de spécifique, mais là, j'avais envie de bien réussir cette Ultra Race. Et j'ai terminé sur le podium. J'ai terminé 3e. La première, c'était Mimi Kotka. Et je m'y attendais pas du tout à terminer sur le podium, donc j'étais très contente. Et la chance que j'ai eue, c'est que la première femme non sponsorisée gagnait un ticket avec Salomon pour participer à la Salomon Running Academy, qui allait se dérouler en décembre, mais on ne savait pas la destination. On a pris la destination en octobre. Et je pense que ça aussi, ça a été une compétition qui m'a permis en fait de déclencher quelque chose à partir de ce moment-là, et qui m'a permis aussi de progresser, parce qu'après j'ai suivi un petit peu les conseils qu'ont pu me donner les personnes de chez Salomon, dont Greg Vollet, pour progresser, comprendre comment il fallait s'entraîner, bien travailler le cardio, chose que je faisais pas du tout avant. Je faisais une sortie longue, je travaillais pas le cardio au point. Enfin, donc là, ça m'a permis de passer un palier durant l'année 2019, malgré les petits pépins de santé que j'ai eu avec une opération du genou au mois d'avril. Néanmoins, voilà, l'été était intense avant l'UTMB pour me permettre de, on va dire, briller au niveau du top 10. On peut le dire, tu as brillé, effectivement. Voilà, j'aime pas, voilà. Mais là, j'avoue que j'étais vraiment heureuse d'arriver 7e féminine, avec tout ce qui m'était arrivé au niveau de mon genou. Ouais, c'est très très compliqué. J'avais fait une chute, j'avais eu un hygroma qui avait pas guéri. On était en mars. J'ai attendu, j'ai essayé de tout faire pour pas me faire opérer, pour au final me faire opérer en avril, apprendre que c'était infecté, que ça pouvait revenir. Enfin, c'était une galère. Donc je me suis pas entraînée de janvier à mai, et donc je me suis entraînée d'arrache-pied de mai à août. Et donc c'était une double satisfaction. C'était la réussite de l'UTMB, et surtout avec une année vraiment compliquée qui était vraiment stressante pour savoir si j'allais pouvoir prendre le départ. Donc c'était une double satisfaction. C'est des choses que tu soupçonnais de te retrouver à ce niveau-là. Là, tu l'as dit, c'était très incertain. L'année 2019 était un peu bousculée et perturbée par tes pépins de santé. Mais globalement, quand tu as commencé à avoir tes premiers résultats, est-ce que c'était vraiment un potentiel que tu soupçonnais pas, ou est-ce que tu avais la conviction que tu avais quand même des cartes à jouer et puis des performances intéressantes à réaliser ? Beaucoup de personnes autour de moi me disaient que j'avais les capacités. Donc après, je me suis dit, avec un entraînement spécifique comme je n'ai jamais fait, j'ai vraiment consacré toutes mes vacances de cet été-là à mon entraînement. J'étais à Chamonix, j'ai passé 3 semaines là-bas. Enfin, j'ai vraiment focalisé sur essaye de t'entraîner comme il faut pour voir ce que ça donne. Et bon, ça a fonctionné. Donc je me disais oui, tous les voyants étaient ouverts. En fait, quand j'ai pris le départ, j'ai eu une confiance en moi aussi, en me disant tous les voyants sont ouverts. Donc maintenant, tu donnes tout ce que tu peux, et on verra ce que ça donne. Donc j'avais confiance en moi. J'avais vraiment confiance en moi sur la ligne de départ. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection ? Je pense que le 100 miles, c'est pas mal. J'en ai fait qu'un avec l'histoire du Covid l'année dernière. J'ai pas pu retester la distance. Mais je pense que plus la distance est longue, plus je suis régulière et plus je peux tirer mon épingle du jeu.
Donc je pense que c'est vraiment, même si c'est pas le plus facile au niveau entraînement, un 100 miles ça préparait, c'est le format. C'est ton format de cœur aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Est-ce que tu cherches à aller découvrir des endroits que tu connais pas? Est-ce que tu veux vivre une expérience collective avec des gens que tu connais qui sont inscrits sur la même course que toi? Comment est-ce que tu fais tes choix et tes arbitrages parmi la multiplicité des courses qui existent? Est-ce que tu as un schéma pour faire tes choix? Alors avant cette UTMB, c'est vrai que j'étais dans un club, le Touquet Trail Nature, donc j'avais participé au Trail Tour National pendant 3 années. J'avais terminé sur le podium ces 3 années-là au niveau du classement. Et donc c'était pour moi aussi l'occasion de partager des bons moments avec un groupe d'amis. On voyageait un peu partout en France, donc voilà, mes critères c'était les courses avec le club, et en parallèle j'essayais de me faire un ultra, mais avec c'était pas facile de tout compiler et avec la fatigue de vraiment réussir à tout faire. C'est pour ça qu'en 2018 j'avais mis un petit peu de côté les manches du TTN pour dire je fais un ultra et je le fais bien. C'est comme ça aussi que j'ai bien réussi l'ultra race. Donc maintenant, après l'UTMB, le problème c'est qu'il y a eu le Covid. Donc l'idée était de me concentrer sur de l'ultra. Cette année là, en 2021, c'est pareil, c'est plus ce qui va pouvoir être sauvé. Je voulais participer au Mute, mais ça a été annulé, enfin reporté. Donc on va voir comment va se passer l'année 2021. Mais l'idée, c'est essayer de trouver un ultra et puis confirmer ce qui s'est passé en 2019, quoi. Poursuivre sur ta belle lancée. C'est ça, on va essayer. C'est l'heure de notre pause autodiagnostic. Élise, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration? Alors, des points améliorés, il y en a beaucoup, hein. Je pense que là, il y a surtout la technique de descente. J'ai énormément de progrès à faire. Je me fais toujours doubler dans les descentes. Je double en montée et je me fais littéralement... Enfin, c'est terrible, mon manque de niveau sur les descentes. Donc, c'est pour ça aussi, en étant ici, je sais que je vais pouvoir travailler ça. Parce que quand on habite dans le Nord et qu'on veut progresser sur des descentes, c'est vraiment compliqué. Et là, je sais que ça va pouvoir se faire cette année. Donc, même s'il n'y a pas de compétition, je pourrais au moins travailler mes descentes. Et puis, après, on peut toujours s'améliorer sur plein de choses, hein, les techniques de descente, la vitesse, on a toujours l'impression de pas avancer. Et après, mes points forts, c'est la régularité que je peux avoir. Je cours rond. Ce qui est pas paraît dingue, je pense que je peux maintenir la même vitesse sur un 30 km jusqu'à un ultra. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'UTMB, c'est que j'ai augmenté ma cadence sur la fin. Donc ça, c'est vraiment une ressource en moi qui me sert vraiment sur l'ultra. Et puis je pense que si j'ai un mode, j'appelle ça le mode guerrière. Je switch quand je suis à la ligne de départ, j'arrive à switcher dans un mode de guerrière, et j'ai un mental qui ne lâche pas, et je ne lâche rien. Et même moi, des fois, je m'épate à me dire, mais comment j'arrive à trouver la ressource? Mais ça marche toujours. Donc, je fais pas de préparation mentale. On me demande toujours, comment tu fais ta prépa mentale? Je dis, mais je n'en fais pas. Ça, c'est en moi. Donc, je veux pas démarrer non plus de la prépa mentale, parce que je pense que j'ai toute seule développé quelque chose et que j'aurais trop peur que ça s'échappe. Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui dans ta pratique de la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Élise? Ça m'a donné, ça m'a apporté tellement de choses. Enfin, ça m'apporte encore tellement de choses. Ça me permet d'avoir confiance en moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, même au niveau de mon travail. Ça me permet de m'évader, hein, quand on a tous les soucis du quotidien. Ça permet de prendre un bon bol d'air pur, de s'oxygéner, d'évacuer les soucis. Donc c'est vraiment un besoin. Si j'ai pas ma petite dose, on va dire, journalière, sinon je compense avec le vélo, mais c'est vraiment une drogue, je dirais. C'est un grand besoin. Quand j'ai eu ma blessure là au genou, je me suis rendu compte que c'était même dangereux. Ce que je dis toujours aux gens, ça peut être dangereux parce que quand on est blessé et qu'on ne peut pas pratiquer, on se sent pas bien. Moi j'étais bougon, je suis moins souriante, donc c'est vraiment un équilibre. Ça fait vraiment partie de mon équilibre de vie, quoi. Un pilier de ta vie. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois tes entraînements, ta vie pro, ta vie personnelle? Comment est-ce que tout ça trouve sa place? Alors on pose toujours la question comment j'arrive à caser tous les entraînements en travaillant à plein temps. On va dire qu'avec mon mari, avec Nico, on a un mode de vie qui est un petit peu à part. Ça, les copains encore ont fini par le comprendre. On n'a pas d'horaire, c'est-à-dire que le midi, régulièrement, je mange devant mon PC.
en travaillant. Surtout maintenant que je suis beaucoup plus en télétravail qu'avant, j'en profite bien pour m'entraîner le midi. Et puis le week-end, en général, on brunch le samedi, comme ça on peut s'entraîner, partir à partir de midi et dans l'après-midi. Le dimanche, soit on fait une sortie le matin, mais c'est un peu sur le même mode. On brunch facilement pour gagner du temps en fait pour zapper le déjeuner. Et puis au niveau du travail, je cadre, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien s'organiser pour réussir à caser les entraînements qu'on veut caser en fonction des semaines de charge. Quand il y a du volume, c'est pas facile, mais je m'en sors. J'arrive toujours à caser, à tout caser. Sinon, on se lève plus tôt ou on se couche plus tard. Après, quand il fait noir, sinon ça finit sur le tapis de course ou alors à la frontale. Mais bon, l'hiver c'est plus facile sur le tapis. Mais bon, j'arrive à m'organiser. On va dire que je suis quelqu'un qui est très carré, très très organisé. C'est un de mes points forts aussi dans mon travail, donc je m'en sors. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un à la maison avec qui on vit, qui vit de la même passion, qui peut comprendre qu'on peut ne pas avoir un mode de vie cadré comme tout le monde. Et c'est aussi le fait de pas avoir d'enfant qui permet de pouvoir faire ça, quoi. Parce que là, on enregistre, donc il est à peu près 21h30, t'es en train de prendre ton petit déj, c'est ça, Élise? T'es sur un autre cycle. je dors la nuit, quand même. D'accord. En plus, il y a le couvre-feu, ça complexifie, ça fait un paramètre de plus à intégrer dans toute l'organisation. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait un peu de tapis là au mois de janvier pour réussir à tout caser, sinon c'était pas possible. Même si je suis pas adepte, là j'ai pas eu le choix avec cette histoire de couvre-feu. Ouais. Merci beaucoup pour cette intro, Élise. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Un grand classique, la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il? Alors là, c'est plus les copains qui m'ont surnommé Tom Sawyer. En fait, quand on est en équipe de raid, je les fais rire parce qu'en fait, je cours, j'essaye de corriger aussi, ça c'est une chose à corriger, c'est ma technique de course. Je cours la tête assez en arrière, un peu comme Tom Sawyer. Je vois bien l'image dans le générique avec son chapeau de paille et les pieds en canard là qui lance à droite à gauche. C'est ça. Donc ça a l'air. Ils m'ont toujours appelé Tom Sawyer. C'est même sur mon t-shirt de raid, c'est écrit Tom Sawyer. Et puis j'aimais bien la connotation parce que il a toujours le sourire. C'est un peu moi aussi quand je cours, j'ai toujours le smile. Il représente aussi la liberté quand on le voit courir dans ce générique. C'est un peu ce que je recherche dans le trail, c'est se sentir bien en osmose avec la nature. Donc je trouve que l'image est pas mal. Personnage sympathique, effectivement. Un beau souvenir d'enfance. Moi aussi, c'est une Madeleine de Proust, Tom Sawyer. J'adorais ce dessin animé. Et si tu étais un animal, qui serait-il? Enfin, lequel serait-il? Je dirais une coccinelle. Parce qu'encore une fois, c'est le sentiment de liberté. Quand je regarde, j'ai toujours été fascinée depuis que je suis toute petite. Quand je vois une coccinelle, je l'ai regardée s'envoler. Les ailes, c'est vrai que ça fait rêver. On aimerait bien tous pouvoir voler comme des coccinelles. Quand je cours dans la montagne, j'ai un peu l'impression, d'être au-dessus de tout et de pouvoir voler. Puis une coccinelle, c'est proche de la nature, c'est ce que j'aime. C'est pas très grand, c'est comme moi, c'est tout petit. et puis. Mais tu n'as pas des points noirs partout. Non, ça non. Là, après, j'ai les taches de rousseur, on va dire, mais les grains de beauté, comme tout le monde. Avec le soleil, on en a de plus en plus en vieillissant. Et puis le côté, une coccinelle, ça porte bonheur. Et puis moi, je trouve que j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile qui est là, donc je me considère chanceuse. Donc voilà. Coccinelle, c'est pas commun, je pense, comme. Non, c'est une première, mais c'est un joli choix. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui te suscite une admiration particulière chez toi? Alors, il y a Lindsay Hawker, j'avais lu son bouquin qui m'avait, donné confiance sur la pratique de l'ultra. Mais j'ai pas une fascination particulière. Je trouve que chaque sportif dégage quelque chose et que justement, il faut s'ouvrir à toutes les disciplines pour justement essayer d'en tirer le meilleur en fonction de la personnalité du sportif, mais aussi de sa discipline où on peut apprendre beaucoup de choses, quoi. Très bien, écoute, merci beaucoup. C'en est fini pour cette basket chinoise. On va désormais parler de ta course épique, à savoir ta tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures. Comme son nom l'indique, si lors d'un 24 heures classique, c'est la distance parcourue qui fait foi, dans son format D+, c'est le total de mètres positifs cumulés qui est pris en compte. Avant que tu ne partages avec nous en détail cet incroyable défi dans lequel tu t'es lancé le 20 septembre dernier, quelques éléments de contexte sur ce record qui a été au cœur de toutes les attentions les semaines précédentes ta tentative. La performance a amélioré depuis le 14 juin 2020 était celle de Luca Manfredi Negri, qui avait réalisé 17 020 mètres de dénivelé sur une montée de 2100 mètres et 500 mètres de D+. C'était alors la première fois qu'un homme dépassait la barre des 17 000 mètres de D+, en 24 heures.
C'est ensuite l'ultra-trailer Patrick Bohard qui s'est frotté à ce record et a réalisé 110 mètres de plus. Il a fait 17 130 mètres le 28 août. Et enfin, c'est le Français Aurélien Dunant-Palaz, un skieur et alpiniste et coureur de trail qui a établi à son tour la meilleure performance mondiale avec 17 218 mètres le 7 septembre, donc quelques jours avant que toi tu te frottes à cet exercice et à ce record-là. Donc voilà, c'était cette marque-là qui était en vigueur où toi au moment où toi tu t'es lancé dans ce défi. Et un record qui, d'ailleurs, aucune femme ne s'y était attaquée avant toi. Tout à fait. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Élise, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre redoutable rubrique, la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On vient de l'évoquer ensemble, le record du monde de dénivelé en 24 heures en course à pied est de l'ordre de 17 000 mètres. Ce record de dénivelé est également convoité par des sportifs d'autres disciplines et notamment le cyclisme. Voilà ma question qui pique pour toi, Élise. Est-ce que tu saurais me dire à combien de mètres s'élève le record du monde de dénivelé en 24 heures à vélo ? Ça doit être pas mal. Attends, je réfléchis. Combien ça pourrait être Tu penses que c'est plus ? Plus, ouais, mais pas tant que ça. Je dirais autour de 20 000. Eh bien oui, effectivement, c'est pas tellement plus, c'est 21 168 mètres. Donc c'est un record qui, ouais, joli. Moi, j'aurais dit plus, mais j'aurais dit probablement plus que 20 000. Donc j'étais surpris quand j'ai un peu creusé la question. En fait, le record date du 1er août dernier. C'est un Français qui en est le détenteur. C'est le jour de son 26e anniversaire. Et donc, c'est Nicolas Châtelet, un professeur de maths qui est licencié au Club d'Orléans, qui a amélioré de 249 mètres le record du monde en le portant à 21 168 mètres. Voilà, et j'ai une petite question bonus pour toi. Est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres qu'il a dû rouler, lui, pour atteindre ces 21 168 mètres de dénivelé? Sachant que toi, pour avoir un ordre d'idée sur le dénivelé que tu as toi-même parcouru, tu as dû courir un peu plus de 144 kilomètres. Est-ce que tu as une idée de ce que lui a dû faire en vélo pour atteindre ces 21 000 et quelques mètres? Ça fait deux questions qui piquent. Je suis désolé pour toi, Élise. Ouais, tu me fais cumuler. Ouais. C'est la double peine. Ouais, je dirais dans les 200. C'est plus. Le pauvre Nicolas, il a dû rouler plus de 500 km pour battre ce record. Ah oui. 506 pour être exact. Donc c'est assez impressionnant. Bon allez, c'en est fini de notre pause des chiffres et des lettres. Cette fois, c'est le moment de venir vivre avec toi ta tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet de record ? Alors, ce projet est né sur un coup de tête, mais je suis assez contente de la manière dont tout ça s'est mis en place. En fait, suite au record de Patrick Bohard le 28 août, je lis un article 2 jours après, ça devait être le 30 ou le 31 août, où je lis qu'aucune femme n'a tenté le record. Et ça faisait une semaine que j'avais un sentiment de frustration assez énorme, parce que c'était la semaine de l'UTMB. L'UTMB avait été annulée, je me sentais en forme, ça faisait plusieurs mois où j'avais enchaîné quelques blessures quand même, et je me disais c'est dommage, je suis en pleine forme, je suis entraînée, et il y a rien. Et je me disais, il faut que je trouve un ultra avant la fin de l'année. Je cherche et tout s'annule. On annonce que le Covid va reprendre en automne, donc pas de courses en vue. Et donc en lisant ça, j'ai eu, comme dans une BD, le cling de l'ampoule. Et là, je me suis imaginée, en train de faire mon propre record dans le Nord sur un terri, étant donné que je savais que j'allais déménager et que je voulais en même temps remercier les gens du Nord qui m'avaient vachement soutenu pendant l'UTMB et qui m'avaient beaucoup sollicité après l'UTMB. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi de pouvoir faire vivre à mes parents un petit peu ce que je fais comme sport, ce que c'est de l'ultra trail sur du longue distance. Sans le Covid, il est certain que je n'aurais jamais fait ça, je pense. Mais l'idée était là. Je me suis dit, ce sera ton ultra. Tu vas te fabriquer ton propre ultra trail et tu seras comme ça, pas frustré durant l'hiver en attendant 2021. Et donc, je me suis lancée dans l'idée. J'ai appelé mon mari qui était sur un trip en vélo de 15 jours avec un ami. Je pense qu'il a pas compris ce que je lui disais. Il m'a dit oui, super. Bon, j'ai raccroché. Je me suis dit je vais me débrouiller toute seule pour m'organiser pour le moment en attendant qu'il rentre. Ça, c'était la petite anecdote. Et donc je raccroche et je me lance. Je contacte les personnes qui gèrent les terris dans le Nord. Le souci, c'est qu'avec le contexte Covid, il fallait des autorisations au niveau de la préfecture. Il faut avoir l'autorisation parce que les terris en général sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est très compliqué d'avoir des autorisations. Et là, je repense à une compétition que j'avais faite 2 ans auparavant,
sur un site qui s'appelait le Loisinor, qui est à la base une station de ski, une station de ski en synthétique, qui est à Neux-les-Mines. Et je me suis dit, bon, j'ai un gros inconvénient, c'est qu'une partie est en bitume. Mais par contre, je sais que si je contacte le propriétaire, enfin le directeur, il sera d'accord et j'aurai pas toutes ces problématiques d'autorisation parce qu'il fallait absolument que je fasse mon record dans les 15 jours, voire 3 semaines au maximum. Après, on allait être au mois d'octobre et que c'était même plus la peine avec la météo. Donc ça fait un timing, ça fait une contrainte quand même importante en termes de temps, 3 semaines pour tout mettre en place en partant de zéro, ça met une pression importante. Exactement. Et puis sans savoir si j'allais réussir à aller au bout de mon idée. Donc je me dis, bon, je fais ça dans 15 jours ou dans 3 semaines. Et puis ça se tente. Donc je contacte le directeur qui me dit, mais alors pour moi, il n'y a aucun souci, je t'accueille les bras ouverts. Ok. En parallèle, j'essaye quand même de trouver un terri qui est pas en bitume, mais qui est vraiment l'image des terris, parce que je voulais aussi avoir cette image des terris en schiste, hein, pas ce côté bitume, mais c'est hyper compliqué. Enfin, ça c'est impossible. Au bout de 5 jours, je me rends compte que je pourrais pas, avec ces histoires d'autorisation, les délais seront pas bons. Donc le site de Loisinor n'ouvre qu'à partir du 7 septembre, donc je peux pas aller tester, voir si sur 24 heures ça pourrait tenir ou pas. Et le 7 septembre, en plus je suis en déplacement de travail, je rentre que le 9. Donc le 9 septembre, je vais à Loisinor et je fais mes premiers tests. Je mesure avec ma montre le dénivelé et on calcule avec mon mari si ça pourrait le faire sur 24 heures. Donc on se rend compte qu'il fait un peu moins de 60 mètres de dénivelé. On fait tous les calculs, on se fait un petit tableur Excel. Donc on voit qu'il faudra que je fasse quand même pas mal de tours. Il faut en faire beaucoup, ouais. Voilà. Et mais dans ma tête, voilà, ça me fait pas peur. Je me dis, il faut voir. Pour moi, c'est vraiment un challenge. C'est un défi que je me fais à moi-même, et c'est aussi un besoin parce que j'avais vraiment ce besoin de faire un effort longue distance pour être bien, parce que j'avais au fond de moi quelque chose à évacuer. Je ne sais pas si c'est lié avec tout le confinement, enfin toute la frustration qu'on avait eue depuis avoir de compétition, mais j'étais vraiment motivée, même si je savais que ça allait être dur. J'étais reboostée pour me dire oui, ça va être long, tu vas faire des tours, mais ce sera beaucoup moins joli qu'un vrai trail. Et puis ça te faisait un objectif peut-être, c'est la période où tout le monde se cherche un peu des objectifs et voyez les courses tomber les unes après les autres, et c'est vrai qu'on est tous en manque de perspective, quoi, de se raccrocher là d'un seul coup ça te remettait sur une dynamique très claire. C'est ça, sans Covid, c'est sûr que j'aurais trouvé ça complètement débile, et je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça complètement débile, mais comme je disais, j'assume ce que j'ai fait parce que ça m'a fait énormément plaisir d'organiser ça. J'ai eu des remerciements des multiples remerciements par message. Je pensais jamais avoir autant de retours suite à ça, parce que beaucoup de monde sont venus me voir, même si on n'avait pas fait du tout de pub avec le directeur de Loisinor pour pas qu'il y ait trop de monde avec l'histoire du Covid. Il y avait quand même 300 personnes le dimanche matin. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as structuré l'équipe autour de toi, sur la partie homologation et notamment chronomètre officiel et mesures, comment ça se passe, sur la partie alimentation, et puis un des points clés qui était les pacers qui sont amenés à t'entourer sur le record. Est-ce que déjà toi tu avais en tête, comme tu avais une double casquette en fait de chef de projet pour mettre tout ça en musique et puis et de sportive, c'est quand même difficile de combiner les deux. Est-ce que tu savais par quel bout prendre le sujet, et puis voilà, comment t'as construit le staff au sens large qui était autour de toi? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, je suis assez organisée, je suis carrée, voilà, j'aime bien avoir une to-do list sur les choses à faire. Donc, dès le lendemain de ma décision, j'ai fait ma petite to-do list. J'ai contacté un chronométreur qui m'a tout de suite dit j'ai quelque chose de prévu ce week-end-là. Donc, ça devait se passer là du 19 au 20 septembre, mais je me débrouille, je te trouve une équipe, y a pas de souci, compte sur moi. Donc déjà, j'avais un point en moins, c'est que j'avais le chronométreur. Ensuite, tout ce qui était au niveau ravitaillement, alimentation, j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine très bien, j'aime bien aussi cuisiner, je tiens ça d'elle. Et donc je l'avais missionné, je lui ai dit tu me gères les ravitaux, tu me fais tel truc à manger, des petits cakes, des gâteaux pommes, enfin tout ce que j'aime, des crêpes, des pancakes. Enfin, elle a cuisiné toute la veille. Il y en avait 10 fois trop, bien évidemment, mais voilà, elle a tout géré. Elle a fait les achats
J'avais demandé du coca. Enfin, voilà. Donc ça, c'était aussi un vecteur en moins à gérer parce que la semaine avant le record, j'ai quand même travaillé. J'avais pas posé de congé. Et Ce puis serait trop simple sinon. voilà, parce que on a que 5 semaines par an, donc j'avais quand même posé mes congés durant l'été. Je pouvais pas me permettre de reprendre une semaine. Et puis au niveau des pacers, en fait, beaucoup m'ont contacté, beaucoup de copains ou de connaissances pour me proposer de venir courir. Certains m'avaient dit tu ferais pas un planning et en fait j'avais vraiment pas le temps parce qu'il fallait gérer j'avais le boulot et puis tout le reste toute l'intendance donc j'avais puis je voulais pas imposer, je voulais imposer à personne de dire toi tu viens courir à telle heure. Non, c'était vous venez quand vous voulez et puis on fera si c'est qu'un tour, on fera qu'un tour ensemble mais j'impose rien à personne et en fait ça s'est super bien déroulé. J'ai eu on va dire 4 ou 5 pacers qui sont restés durant les 24 heures, qui se sont vraiment alternés. J'ai un pacer, d'ailleurs, son surnom, c'est Sotidou. S'il m'écoute, je pense qu'il va m'écouter. Il en a fait énormément. Il a fait un gros entraînement de dénivelé. Il était très content. Mais c'était de bons moments de partage avec eux. Je pense qu'ils en ont un aussi bon souvenir que moi. Et ce qui avait de beau, c'est que tout s'est fait naturellement. J'avais rien prévu. Et je trouve que c'est encore mieux quand on est dans l'impro et que ça se passe. Ouais, t'as senti un vrai élan populaire et amical autour de toi. Oui, il y en a eu deux pacers qui devaient juste passer 1 heure ou deux, qui ont dit je vais chercher une tente, je reviens, voilà. Et qui sont restés pendant les 24 heures. Donc là, on sent, voilà, il y a eu des copines aussi qui sont passées. Ils y sont toujours, Élise, tu peux leur dire d'arrêter maintenant. Qui auraient voulu rester plus. Voilà, il y avait une ambiance, c'est ça qui était chouette. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il a fait un temps magnifique. Donc ils y ont trouvé leur compte aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que, au regard du peu de temps que tu as eu pour préparer ce défi, est-ce que tu as eu le temps de mettre en place quand même des éléments de préparation spécifiques ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait différemment quand on se prépare à ce type de défi ? Non, j'ai tout fait à l'arrache, on va dire, parce que même les bâtons, j'avais fait le trail de la Vanoise début août. C'était début août ou mi-août ? Enfin bref, j'avais même pas pris les bâtons. C'est la première fois que je faisais un plus de 50 km. Il y avait 60 km là à la Vanoise ou 67. Et je m'étais dit, tiens, je vais tester un trail sans bâton. Grosse erreur parce que j'avais pas utilisé mes bâtons depuis l'UTMB. Donc, j'avais contacté même, je me suis amusée à contacter, enfin, je me souviens, j'étais en réunion de boulot et j'ai écrit un message à l'équipe pour dire, voilà, je vais tenter de faire un record. Est-ce que vous auriez des bâtons très légers ? Et j'ai eu une réponse. J'étais mise en relation avec la personne qui gère ça en France et il m'a fabriqué des bâtons à partir de bâtons de ski de fond qui étaient très légers. Et je les ai même pas testés parce que je les ai reçus la veille du record. Donc je suis vraiment, voilà, j'ai pris des bâtons, j'ai dit, ils sont légers. Ras du portillon quand même, c'était limite. C'était limite, mais je les ai reçus à temps. Voilà, c'était des petites choses, ouais. C'était vraiment, borderline. Mais ça passe. C'est passé, mais c'est quand même, comme je dis, à l'arrache, quoi. J'avais pas testé les bâtons, j'avais pas fait d'entraînement spécifique sur du dénivelé. Enfin, j'avais fait les vacances en m'entraînant pour le trail de la Vanoise, mais pas du tout pour un effort de 24 heures, quoi. C'était pas du tout un entraînement spécifique, mais c'est là aussi où je suis contente, c'est d'avoir réussi quelque chose sans m'y être préparée pendant des mois à l'avance, comme on le fait d'habitude pour un objectif, quoi. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens justement à quelques jours du départ ? Tu as l'impression d'être quand même plutôt affûté et plutôt bien, même si tu n'as pas mis en place de préparation spécifique. Est-ce que tu as l'impression que tu es quand même dans des bonnes dispositions ? Oui, parce que j'avais posé 3 semaines de vacances, donc j'étais reposée, je m'étais bien entraînée forcément quand je suis en vacances et en plus j'étais encore partie à Chamonix, j'ai crapahuté pas mal, donc non, j'avais eu la Vanoise, j'ai vu que j'étais en forme, donc non, je suis très très en forme, je suis, on va dire, affûtée, j'ai l'envie de compétition et je me souviens, de jour en jour, je sentais la forme arriver et comme je disais dans les messages qu'on voyait la veille, je suis pas mal de messages d'encouragement et j'envoyais un gif, c'était un lion dans sa cage. Je me sentais vraiment comme ça la veille. Libérez-moi. C'est ça. Il fallait que je prenne le départ, mais j'étais pleine d'énergie. Enfin, j'ai vraiment en bonne disposition et puis pas de stress parce que j'avais pas eu le temps d'y penser avant la veille, vu que je faisais un peu le chef d'orchestre pour toute l'organisation. Il fallait que au niveau orga tout soit calé pour que je puisse penser à me dire ah oui, j'ai la course demain. Donc c'était vraiment la veille où j'étais là, ça y est,
tout est cadré maintenant. J'étais super contente déjà d'avoir réussi à tout cadrer pour pouvoir lancer vraiment la compète le lendemain. Donc, Pour libérer la coccinelle qui était en cage, en fait. c'est ça. Ça, c'est plus difficile. Libérer la coccinelle qui est en toi. Ma question est très naïve, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré ton sommeil les jours précédents pour encaisser la nuit blanche qui t'attend? Est-ce que tu accumules en fait du sommeil et tu dors plus que d'habitude les jours qui précèdent, ou au contraire, est-ce que tu fais l'inverse et tu essaies de t'habituer à manquer un peu de sommeil? Comment est-ce que tu gères ce point-là? Non, j'essaye de cumuler du sommeil parce que je suis incapable de faire des micro-siestes. C'est encore un point à améliorer, c'est améliorer la manière de gérer les nuits. En fait, je dirais que là, j'ai pas du tout... vu que je travaillais, je devais me lever tôt le matin, fallait que je finisse l'organisation. J'ai pas fait de nuit exceptionnelle, on va dire. Par contre, à l'UTMB, j'avais fait attention à faire des nuits plus longues les jours d'avant. J'avais des jours de congé, donc c'était plus facile. Mais je pense que, moi, dans mon fonctionnement, c'est ça, c'est dormir plus les jours d'avant pour emmagasiner un maximum de sommeil pour ne pas subir pendant l'ultra ou pendant les 24 heures. Et là, j'ai pas eu du tout l'envie de dormir. C'était même étonnant. J'ai pas eu de besoin de me dire, voilà, faut que je me pose parce que là, je m'endors. Pas du tout. Est-ce que sur le papier, tu considères que c'est un défi et un record qui sont pleinement à ta mesure? Est-ce que tu es confiante en tes chances de succès avant de te lancer? Je sais que je suis en forme, donc je sais que je peux faire quelque chose de bien, et j'étais aussi rassurée avec ce que j'avais vécu sur l'UTMB parce que je savais que plus l'effort est long, plus j'ai la capacité d'être régulière. Je me souviens aussi au dernier ravito de l'UTMB, mon mari qui faisait le ravitailleur me disait t'as une tête fraîche comparée à tout le monde. C'est dingue comment t'arrives à... Et ça, il me l'avait répété. C'est vrai que j'étais consciente que oui, moi j'étais bien. Enfin, j'étais pas défaite là sur les derniers kilomètres, et je pense que vraiment c'est une force en moi. Donc ça me donnait confiance de me dire, sur les 24 heures, normalement ça devrait bien se passer parce que t'as fait tes 27 heures à l'UTMB, et plus ça avançait, tu te sentais bien. Donc il y a pas de raison que tu ne puisses pas reproduire ça, quoi. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer en t'attaquant à ce record au-delà du défi sportif? Est-ce qu'il y a un message qui est important pour toi à véhiculer? Oui, après il y avait le côté sport féminin, et puis surtout les ultra trailers. Je trouve que on se rend pas assez compte qu'une féminine, quand elle prend le départ d'un ultra, elle est capable d'aller plus loin qu'un homme, on va dire. Je trouve que c'est pas encore assez mis en avant sur les capacités des féminines. Après, c'est physiologiquement, c'est expliqué. On a une masse grasse plus importante, donc on a la capacité aussi de tenir plus longtemps quand l'effort est long. Donc c'était aussi mettre un petit peu les femmes en avant. On n'est pas beaucoup d'ultra trailers malheureusement pour pouvoir se faire remarquer à ce niveau-là, mais je pense que le niveau se nivelle vraiment quand Plus la distance s'allonge. Voilà, ça c'est quelque chose qui est indéniable, mais qui est pas encore beaucoup répandu, et on se rend pas forcément compte. Il y a quand même Courtney qui arrive à gagner des courses au scratch, donc elle a permis de le prouver avec les backyards où elle a fait des super résultats, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des études à faire là-dessus. C'est le corps féminin est quand même je pense fait pour l'ultra. Est-ce que toi, tu as défini une stratégie spécifique, ou à défaut des grands principes ou des grandes phases dans ces 24 heures qui se profilent devant toi? Comment est-ce que tu as prévu de gérer ça? Alors là-dessus, justement, on a Sur fait le un petit papier, en tout point. cas en amont, ouais. Ouais, la veille, forcément, on en discute avec mon mari parce que lui, il avait la mission. Je lui avais dit, tu seras le maître du temps. Comme j'avais pas de montre et que je voyais pas le chronométrage, je lui ai dit, quand je te demanderai où j'en suis, tu me diras où j'en suis au niveau dénivelé, au niveau du temps, au niveau pourcentage, comparaison. Et de ce fait, lui me dit, tu pars doucement, et puis t'accéléreras pendant la nuit, il fera moins chaud parce qu'il annonçait très chaud le lendemain. Pourtant, on est dans le nord et au mois de septembre, mais bon, comme quoi. Et moi, dans ma tête, c'est non, moi je démarre vite, et après je sais que je vais forcément avoir un petit coup de fatigue, et ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc on a un petit débat là-dessus. Et au final, je lui dis oui, je partirai doucement, et forcément le jour J, non, je suis partie comme une balle à fond la caisse. J'étais largement au-dessus des temps que je devais faire. Mais voilà, moi-même, c'était pendant plusieurs heures, j'ai tenu un super rythme, et c'était tout ce qui est pris, et on va pas me reprendre ce qui est fait.
Tu Donc n'as c'est ma écouté que stratégie. toi, Élise, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est À qu'au ta fond main, de tu as moi, géré. Ouais. c'est comme ça que je voulais le faire. Et puis bah ça a plutôt bien marché, même si on reviendra après là-dessus, je pense. Voilà, ça c'est pas. J'ai dû baisser de régime à un moment donné. Ce qui est logique, ouais, effectivement. Et comment tu te sens là, le départ approche, on est le jour J. Est-ce que t'es à quelques minutes de départ, t'es plutôt stressée, t'es impatiente, t'es confiante, t'as envie que ça parte, ça y est, enfin, Ah, comment tu te sens? je suis super bien. Je pense que ouais, mais j'ai ma mère, j'ai mon mari, je pense qu'ils sont plus stressés que moi même. Non, moi je suis zen. J'attends le départ. Enfin, je suis pendant 1 heure là, je suis arrivée 1 heure et demie avant le départ. Et puis c'était juste génial. L'équipe sur place m'avait fait des tags pour m'encourager. Enfin, je découvre en fait que toute l'équipe de Loisinor a pensé à moi la veille parce ils ont préparé tout ça. Je suis attendue. Ils m'ont installé une sono, donc ouais, ça me donne l'envie de réussir et de me dire punaise, ils se sont démenés. Là, c'est maintenant que tu dois prouver que tu es capable de faire ce que tu annonces, quoi. Et du Ça coup, met une pression, une forme de pression aussi, peut-être de pas vouloir les décevoir quand tu vois l'engagement que eux ont mis. c'est ça. C'est pas une pression, c'est justement l'envie de pas les Une décevoir. émulation, ouais. Ouais, parce que ça faisait 2 week-ends où je les voyais, on échangeait, donc non, c'est vraiment l'envie de pas les décevoir. Puis aussi, ma famille qui est là et qui s'est investie, les payeurs, enfin tout le monde. Donc ouais, c'est vraiment l'envie d'en découdre pour puis être lancé, parce que l'attente c'est toujours très embêtant. Ça peut vite être stressant, donc là non, j'ai juste attendu une petite heure et je me concentrais et non, j'étais pas stressée, non. L'envie d'en découdre. Ça y est, nous sommes le 19 septembre 2020, il est 13h, donc tu t'élances sur un parcours de 520 mètres aller-retour qui cumule 59,4 mètres de dénivelé positif. Ton objectif pour battre le record est simple, façon de parler, parcourir 151 km, soit 290 montées pour totaliser plus de 17 226 mètres en 24 heures. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Élise, les conditions météo sont plutôt chaudes ce jour-là. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation? Là, tu commences à t'élancer sur tes premiers allers-retours. Est-ce que tu as des signaux d'inquiétude avec la chaleur, ou est-ce que c'est en soi, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Alors, à la base, j'adore la chaleur. J'avais fait le marathon des sables en 2015. Je sais que la chaleur, normalement, ne me pose pas de problème. C'est plus le temps froid qui me pose des soucis. Mais là, il y a quand même un soleil de plomb. Et j'ai les pieds qui chauffent, en fait, avec les descentes. Ça tape dans les pieds et je sens mes pieds chauffer pendant 2-3 heures. Et je me dis, oh là 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 là, si je dois tenir 24 heures dans ces conditions, je sais pas comment ça va se faire avec les pieds. Et puis après ça, c'était les soucis du début. J'ai eu la chance, le soleil de plomb s'est caché au bout de 2 ou 3 heures. Après il y a eu des gros nuages. Il y avait une chaleur qui était toujours là, mais déjà avec le sol ne chauffait plus mes chaussures. Donc déjà c'était mieux. Mais c'est vrai que je suais, je me suis changée. Alors moi qui sue très peu, là j'étais mais en nage, donc je me suis changée plusieurs fois parce que ouais, je dégoulinais tellement il faisait chaud, quoi. Donc j'avais hâte, ouais, que la nuit arrive. Et donc l'après-midi, elle se passe idéalement pour toi, tu imprimes un tempo soutenu, tu es en avance sur les temps intermédiaires prévus. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières heures de course et cette première après-midi? Comment sont tes sensations? Comme je disais tout à l'heure, hein, je suis partie à fond. Je devais tourner les tours en un peu moins de 5 minutes. J'étais des fois à 3 minutes 40. Et j'avais mon mari qui me disait « Tu vas trop vite, tu vas trop vite !» Et moi, j'écoutais pas et je continuais dans ma lancée. Mais j'étais bien, j'étais heureuse. J'avais 3 ou 4 pacers avec moi. Les Les petits plats de encouragements. maman, tu faisais des petites pauses quand même régulières pour picorer les petits plats de maman. Oui, alors Un peut-être peu même trop trop. peut-être. Ouais. Peut-être un peu trop, mais c'est vrai que du coup je m'étais dit j'ai pas le sac de trail, j'ai pas besoin de porter mes barres, c'est génial, à chaque tour je pourrais manger quelque chose et ça va me permettre de tenir les 24 heures. En fait, il y avait une table de ravitaillement en bas et les pacers ou mon mari avaient une petite assiette et en fait pendant que je montais, ils me nourrissaient. C'était à voir quand même. C'était sympa. C'était les flasques, c'est pareil, on a l'impression qu'on me donnait le biberon. Mais c'est un fonctionnement qui s'est mis en place. Voilà, pareil, on n'avait pas calculé, ça s'est mis en place tout seul et ça me faisait gagner du temps. Je m'arrêtais pas. Mais voilà, je pense qu'après l'estomac dans les descentes, l'estomac, les intestins qui sont toujours en train d'être ballottés, c'était pas forcément la meilleure formule. Si je devais le refaire, je referais pas la même chose.
Mais du coup, ouais, l'après-midi se passe bien. En plus, j'avais pas déjeuné le midi, donc j'avais faim. Donc j'étais très bien. Je discutais avec les pacers, j'avais la sono, j'avais la musique, il y avait des copains qui passaient. Donc c'était vraiment vraiment top. Je sais que je suis sur un beau trend et que je suis au-delà du pourcentage attendu à cette heure-là. Donc tout se passe bien. Ouais. Pour ne rien gâcher, à l'issue de cet après-midi, tu as une perspective qui est réjouissante, à savoir des retrouvailles avec des copains qui s'invitent à la fête le temps d'un apéro qui va se prolonger assez tard dans la nuit d'ailleurs. Oui, pour ça aussi, j'étais très contente d'avoir une superbe météo. C'est que j'ai deux groupes de copains qui sont venus prendre l'apéro, dont un je ne savais pas, c'était une surprise, donc ça m'a donné encore plus le smile de les voir arriver. En fait, j'avais un groupe qui était en haut et un groupe qui était en bas, donc j'avais des encouragements en permanence toute la soirée du samedi. Donc c'était vraiment génial. C'était à la tombée de la nuit, le deuxième groupe est arrivé et eux sont restés jusqu'à 3 heures du matin. Et c'était un vrai c'était des fans, donc ça criait fort et ça m'a vraiment boosté, ça m'a aidé à chaque tour, parce que c'est vrai qu'à la tombée de la nuit on a quand même un petit coup de moins bien, où on sait que la nuit va être longue, et ça booste vraiment l'accompagnement des amis. Là, c'était un super souvenir. Ouais. Est-ce qu'ils ont essayé de te débaucher en te proposant un peu d'alcool et des tranches de saucisson au passage? Non, ils ont pas osé. Après, ils ont vu que je me gavais aussi pas mal à mon raviteux, donc j'en avais pas besoin. Le passage nocturne, est-ce que c'est un moment que tu appréhendes dans ces 24 heures? Est-ce que c'est un moment particulier pour toi? Est-ce que habituellement, c'est des passages que tu gères bien, ou c'est des moments plus difficiles pour toi? Non, la nuit, j'aime pas. D'habitude, sur les ultras, j'aime pas la nuit. J'aime pas courir seule. J'ai toujours l'appréhension du froid. Surtout sur les ultras en montagne, c'est toujours ma bête noire. En fait, j'ai le syndrome de Raynaud, ce qui fait que j'ai les mains très froides, et c'est mon gros souci, c'est que du coup, je me refroidis plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc, j'ai toujours le besoin de porter beaucoup plus de matos, parce qu'il faut que je me couvre dès qu'il fait un peu froid. Donc là, je me disais, la nuit, faudra que je me change. Mais j'ai eu de la chance, c'est qu'il a pas fait froid. Je suis restée en short, t-shirt sans souci. Mais j'appréhendais la longueur en fait du côté nocturne, et puis de pas avoir le jour. Donc ça, c'est vrai que ça use plus. Mais globalement, ça se passait bien durant la nuit, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir une barre au ventre entre les intestins et l'estomac. C'est vers les coups de 3-4 heures du matin, c'est ça, ce petit peu de moins Ouais, bien? c'est ça. Vers 3 heures, j'avais des pacers qui devaient arriver vers 4 heures du matin, qui ont fait quand même plus de 100 km pour venir me voir. Ils venaient du Touquet. Et comme je me suis excusée auprès d'eux, c'était un festival. Quand ils étaient là, je pouvais pas parler. J'arrêtais pas de rôter. C'était pas classe du tout, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien, pas bien, pas bien. Et donc, ils sont restés 3 heures, mais c'était 3 heures horribles à passer, parce que Tu les vois j'étais encore aujourd'hui? Ouais, je les vois encore. Je les vois encore, il n'y a pas de souci, mais c'était des 3 heures compliquées là, de 3 heures à 6 heures. Et donc, après analyse, alors c'est, je pense, le ballottement de l'estomac, enfin, du système digestif dans les descentes. Je sais que Aurélien Dunant-Pallas et Patrick Boire avaient eu les mêmes soucis, mais même bien plus tôt, ils avaient plus su s'alimenter avant. Je pense que c'est le problème de ce genre de défi, c'est que le corps est mis à dure épreuve par rapport à un ultra, où c'est complètement différent au niveau du profil. Après, j'avais une très mauvaise position sur mes bâtons, n'ayant pas eu assez d'entraînement en bâton sur le terrain où j'allais faire le défi. J'étais pliée en deux quand j'arrivais au moment où il y avait un raidillon. Donc voilà, je soupçonne plusieurs facteurs parce que d'habitude les soucis d'estomac, moi il y a pas de problème, j'ai un estomac en béton, je mange ce que je veux, tout passe. C'est une de mes forces en ultra, c'est que ça c'est nullement un problème au niveau digestion. Et c'est la première fois que je ressentais ce genre de problème. Donc j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont des problèmes digestifs en ultra, j'ai compris ce que c'était. Est-ce que ça sème le doute à ce moment-là dans ton esprit? Est-ce que tu te dis qu'il y a une possibilité que tu n'ailles pas au bout de ces 24 heures? Ah mais complètement, je me voyais abandonnée, même je me suis dit combien de temps ça va tenir, et quand est-ce que je vais devoir abonder, parce que je vais devoir vomir et que je pourrais plus avancer, et ça va me ralentir et j'aurais faire une longue pause, et non, c'est un petit stress même de me dire waouh. Et puis forcément je baisse de régime parce que le corps ne répond plus complètement.
je peux plus donner autant d'énergie. Je mange rien là pendant ces 4 heures, 3-4 heures. J'ai envie de rien, même l'eau. Enfin, j'ai rien qui. Mon mari me force à prendre du thé avec du miel dedans, ce qui me fait tenir. Et puis après, à la fin de la nuit, là, vers 6 heures du matin, il a eu une idée de génie. Une idée de génie. En fait, déjà là, je commençais à dire. Il a trouvé la potion magique pour toi. C'est ton Panoramix. C'est ça. J'avais quand même la sensation de faim. Donc là, je me suis dit, ça va passer. Je risque de pouvoir continuer. C'est là il me dit, mais t'as envie de quoi? Je dis, mais je sais pas. Il me dit, est-ce que tu veux du sorbet? Et là, je pense que j'étais déshydratée aussi. J'ai dit, ah ouais, du sorbet, ça m'a fait rêver. Et du coup, ça a été le moment où je me suis dit, c'est bon, j'irai au bout. L'envie, en fait, j'avais envie de quelque chose. Donc c'était bon, mon estomac allait tout garder et continuer. La machine était repartie. Donc ça, c'était vers 6 heures du matin. Et donc, il appelle un de mes copains qui a une vingtaine de kilomètres de là. Et puis, il le réveille. Et puis, il lui demande de me ramener un bac de sorbet. Donc, j'ai eu un bac de sorbet framboise à partir de 6h30 du matin. Et donc, à chaque tour, j'avais 2 ou 3 cuillerées de sorbet. J'avais aussi le droit du yaourt, qui m'a fait, je pense, aussi du bien. Mais ça a été le point de départ pour la renaissance. Reswitcher. Voilà, reswitcher sur je vais au bout, l'estomac va tenir. Et en plus, avec l'arrivée du petit matin, c'est aussi synonyme de retour du public et de tes amis qui viennent te soutenir et t'accompagner dans la poursuite de ce défi. Est-ce que ça te booste immédiatement aussi et ça te relance? C'est mon moteur. En fait, à partir de 7 heures, ça a commencé à revenir. Il y a des gens qui étaient pas sportifs, qui étaient venus la veille et qui étaient en admiration sur la capacité du corps humain à engendrer ce genre de défi. Donc, ils m'applaudissaient et ça me boostait. Il était 7 heures, ils étaient déjà là. Et puis après, ça a été un défilé. J'ai eu les pompiers, la caserne des pompiers qui est venue avec le camion, la sirène. Ils sont montés, ils ont fait un tour. Ils ont fait un tour avec moi. Ils étaient une vingtaine. Donc ça, c'était émouvant aussi. J'ai eu plein de clubs de sport, donc les clubs de triathlon, les clubs de cyclistes qui sont venus en groupe durant leur sortie m'encourager une petite demi-heure. Enfin, ça a été vraiment un défilé de plein de personnes que je connaissais, des collègues, des anciens collègues. Enfin, et ça booste. Ça a été mon moteur parce que j'avoue à partir de il y a eu le moment du sorbet qui m'a reboosté à me dire super, je vais aller au bout. Et à partir de 9h du matin, ça a été un enfer parce que j'avais des douleurs horribles partout. Mais vraiment, les pieds en compote. Enfin, de toute façon, j'arriverais même plus à exprimer les douleurs que je pouvais avoir. Mais c'était une lutte avec moi-même. Et ce qui m'a fait tenir, c'est l'humain, quoi. C'est les gens, leurs regards, leurs applaudissements. Et puis me dire, il est dimanche matin, ils ont tous plein de choses à faire. Mais ce matin, ils ont fait quoi? Ils se sont levés, ils ont pris la voiture et ils sont venus le voir. Donc là, t'as pas le choix, tu vas au bout, tu continues, quoi. Mais à aucun moment, de toute façon, j'ai pensé à abandonner. Tu donnes le maximum jusque 13 heures. Tu tiens, ça va tenir. Et c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables, ces échanges de regards. Enfin, ça me nourrissait. Ouais, ça me nourrissait. Et donc, tu l'as dit assez naturellement, et puis avec les souffrances que tu as connues pendant la nuit, ton rythme a un petit peu baissé. Là, tu as pris un peu plus, tu as perdu l'avance en tout cas que tu avais sur le chrono, sur les différentes étapes intermédiaires. Est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, le record est encore jouable ou pas nécessairement? Alors, à partir là de 8h du matin, je retrouve un bon rythme. J'arrive à retrouver les temps dans lesquels je devais être. Donc, tout le monde me dit, ouais, c'est super, tu retrouves tes temps. Mais bon, pour moi, c'était, je donne le meilleur de moi-même. Et puis, atteindre le record masculin, c'était juste plus possible avec ce qui m'est arrivé pendant la nuit. Mais je retrouve des bons temps là pendant le dimanche, pendant la matinée, malgré les souffrances. En fait, je vois des gens que j'ai pas vu depuis des années, ou alors, mais ça me booste. Voilà, pendant un tour, et voilà. Et c'est vraiment ça qui m'a fait retrouver un bon rythme malgré la douleur. Et puis dans ma tête, de toute façon, c'est la première marque féminine, donc je donne tout ce que j'ai. Je donne le maximum pour que personne vienne te prendre cette belle marque. Ouais, et puis pour se rapprocher, pour montrer au plus près du record masculin. Par rapport à ce que j'avais annoncé, il fallait aussi que j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Question très naïve, mais est-ce qu'il y a eu une phase entre la descente ou la montée qui est
plus compliqué pour toi à cette période-là? Est-ce que tu appréhendes l'un ou l'autre plus particulièrement? Alors, dans la montée, c'est la fin qui était beaucoup plus raide. Les 20 derniers mètres, c'était une souffrance. De toute façon, je pense qu'il y en a qui devaient dire que j'étais vraiment tarée. Je criais tellement j'avais mal. J'avais vraiment mal aux pieds, aux jambes quand je faisais ce raidillon. Et puis dans les descentes, c'est pareil avec les pieds qui étaient hyper douloureux. Chaque pas était une souffrance. Donc, montée et descente avaient leur lot de difficultés, ouais. Comment se passent les toutes dernières heures de course? Là, tu l'as évoqué, ça devient physiquement difficilement tenable. Est-ce que tu penses qu'il y a une chose, c'est que ça s'arrête à vraiment 1 heure ou 2 de l'arrivée? Est-ce que c'est vivant 13 heures et qu'on puisse célébrer et passer à autre chose? Oui, sur les 2 dernières heures, là, je demande à mes pacers de me faire un point chrono régulier pour me rassurer sur chaque demi-heure. En fait, je leur dis, chaque demi-heure qui passe, vous me dites, il te reste 2 heures, il te reste 1 heure et demie. Et puis après, quand il restait qu'1 heure, voilà, ça a été un gros coup de trompette. Il reste 1 heure. Enfin voilà, ça c'était plus tout le monde même qui m'encourageait. C'est plus que 1 heure. Et dans ma tête, c'est t'as fait 23 heures, il t'en reste qu'une. Bon, elle est longue. Hein. La dernière, elle est longue parce que elle est, c'est la plus dure et en même temps, c'est celle qui marque le plus parce que à ce moment-là, vers 12 heures, les 300 personnes sont là. Donc à chaque montée, j'ai un groupe qui est derrière moi, quoi. J'ai l'impression je suis portée par cette foule et j'entends des bribes de paroles à gauche, à droite. Enfin, je suis un petit peu, je suis ailleurs quand même. Hein. Je suis dans un état un petit peu second. Mais ça, dans ma mémoire, j'ai cette dernière heure qui reste et qui est, je vais pas dire la plus belle, mais si, parce que La plus marquante peut-être. Voilà. Au niveau humain, c'était vraiment quelque chose, quoi. Après 144 km et 278 allers-retours, tu atteins l'incroyable marque de 16 572,6 mètres de dénivelé, la 4e meilleure performance de tous les temps derrière 3 hommes, et une performance qui est également synonyme pour toi de record du monde féminin. Qu'est-ce que tu ressens là? Il est 13 heures, tu achèves ces 24 heures de défi. C'est quoi la première chose que tu ressens? Ah, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je pleure d'habitude. Mais là, puis c'est le partage aussi avec toute cette foule. Je me retourne et je vois tous ces gens qui m'applaudissent, qui me prennent en photo. Enfin, j'ai ma mère qui me tombe dans les bras. C'est vrai que c'est des moments qui vont me marquer toute la vie, quoi. J'ai mon père qui arrive derrière, voilà, qui me fait un gros hug aussi. Enfin, dans moi-même, je me dis, je suis en train de vivre j'aime bien parler en tranche de vie, comme je dis toujours. Je vis une tranche de vie dont je vais me rappeler toute ma vie, même quand je serai vieille. Donc, j'ai accompli quelque chose en 3 semaines qui est pour moi énorme. Et ouais, non, je suis fière, là, je suis heureuse, quoi. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement, qui incarne vraiment ces 24 heures? S'il y en avait une qui devait symboliser ce moment-là pour toi, ou est-ce que c'est impossible à isoler parce que c'est une accumulation de bons moments et de témoignages d'affection et d'encouragement autour de toi? Enfin voilà, est-ce qu'il y a malgré tout une image qui reste plus que les autres? Oh, il y en a plusieurs. C'est vrai que le dimanche matin, en fait, quand je redescendais, il y avait vraiment une file de personnes qui applaudissaient là pendant plusieurs mètres. C'était impressionnant, quoi. J'avais une haie d'honneur en permanence pendant 3 heures minimum. Et les visages étaient toujours différents. Et je me disais, un tel, il est venu aussi. Ah, et eux aussi, ils sont là. Et du coup, ouais, c'était une ribambelle de personnes sans fin et des visages qui me faisaient plaisir à voir. J'ai ma petite idée de la réponse, mais je te pose quand même la question, Élise. Est-ce que sans toute cette ferveur et tous ces gens-là autour de toi, est-ce que tu aurais pu te dépasser et accomplir à ce point-là une telle performance? Non, je pense pas. Non, parce que je savais que c'était mon moteur. J'ai tout misé pour ce challenge, la présence de toutes ces personnes. Qu'est-ce que ce défi t'a appris sur toi? Est-ce que ça t'a démontré des choses que tu soupçonnais pas? Non, ça a confirmé ce que j'ai pu faire sur l'UTMB, c'est que ce fameux mode guerrière dont j'ai parlé tout à l'heure, j'arrive à l'enclencher. Et ça m'a confirmé, voilà, ça m'a redonné encore plus confiance en moi pour l'avenir parce que j'arrive à maîtriser cette manière de switcher sur un mode complètement différent où à l'entraînement, j'aurais du mal à faire 1/10 de ce que je fais durant ces moments-là, quoi.
Et alors, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, un jour peut-être que le contexte sanitaire l'imposera, mais si tu devais refaire te refrotter à ce record, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Est-ce que ce serait sur le point de l'alimentation notamment dont tu nous parlais, ou sur peut-être l'anticipation en termes de temps, etc., pour te donner les moyens peut-être de préparer tu racontais sur le matériel, etc., tu n'avais pas vraiment eu le temps de te tester. Qu'est-ce que tu changerais si un jour tu te relançais dans ce défi-là? Alors l'alimentation, ouais, ça c'est sûr. Beaucoup plus spécifique, beaucoup moins solide, je pense. Et puis, l'anticipation, l'entraînement avec les bâtons, du spécifique pour du dénivelé, parce que j'en ai pas fait du tout, quasi, à part durant mes vacances. Ouais, une préparation à plus long terme, vraiment spécifique à ce type d'effort, et puis des entraînements plus longs que ce que j'ai pu faire pour ça, quoi. Est-ce que après cette course, comme dans le cas de l'UTMB, tu te sentais bien physiquement une fois l'effort terminé? Est-ce que finalement tu étais dans un état à peu près acceptable, ou c'était vraiment très difficile à encaisser et les jours d'après ont été douloureux? Alors c'est juste l'après-midi qui a été horrible. J'arrivais pas à manger. C'est pour ça, j'ai compris ce que c'était des soucis gastriques. J'ai pas réussi à manger, mais du coup j'étais gelée. J'avais froid alors qu'il faisait chaud. J'ai passé l'après-midi dans mon lit sous la couette à lire tous les messages. Donc j'étais pas bien, on va dire physiquement, mais j'étais bien émotionnellement parce que j'ai lu plein de trucs, j'ai vu tous les posts. Et puis vers 20h, j'ai réussi à me réalimenter. Donc après ça allait beaucoup mieux. Et les jours d'après, le lendemain, j'étais étonnée, je pensais pas pouvoir me lever et j'ai descendu l'escalier. Mon mari m'a regardé, il m'a dit « Bah tu marches ?» Je dis bah oui, je marche. Et juste après, il t'a proposé du sorbet ou pas? Non, ça j'en ai fait une cure. Je me suis quand même enfilé un gros bac, ça m'a suffi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Élise pour ce récit vraiment passionnant et cette performance de haute volée qui force l'admiration. On va parler maintenant un tout petit peu de ton avenir. Donc, tu as évoqué tout à l'heure en introduction tes projets pour cette année 2021 qui est pas mal bousculée. Est-ce qu'il y a un horizon plus lointain? Est-ce qu'il y a un défi sportif qui te fait particulièrement envie, un rêve que tu as envie d'accomplir? Bah là, je croise les doigts pour qu'on ait nos compétitions sur 2021. Mais si tout s'annule encore, je pense que je réfléchirai à un genre de défi comme ça off, parce que j'ai vraiment aimé. Après, tout ce qui est les records sur des traversées, ça se réfléchit. Mais non, j'ai bien aimé. Mais je pense que jamais je retrouverai cette communion avec un public. Donc ça serait compliqué d'avoir à peu près la même chose. Mais non, ça fait réfléchir, ouais. Oui, et puis il ne faut pas chercher à revivre ça. De toute façon, c'était unique par nature. Voilà, faut prendre tout ce qu'il y avait à prendre et puis construire le projet d'après. Je te propose de conclure cet épisode, Élise, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc la devise qui t'inspire et qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un motto à partager avec nous? Ah oui, ça j'en ai plusieurs. Plein. Ce que je préfère, c'est l'aventure vous fait peur. Essayer la routine, elle est mortelle. Ça, c'est un truc que tout le monde devrait prendre en compte quand on n'ose pas faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est y penser, quoi. Je suis bien d'accord. Ouais. On sait jamais de quoi demain est fait. Et la vie peut être courte, donc faut profiter de chaque jour. Très bien. Bah, écoute, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci Élise de nous avoir fait vivre avec toi ce fabuleux record et ces 24 heures au plus près de toi. Bravo encore à toi pour cette remarquable performance qui est une formidable illustration de tes incroyables qualités sportives, mais aussi de ta force mentale. Et c'est aussi une très belle démonstration pour ceux qui en doutaient que les femmes peuvent rivaliser et très probablement et évidemment dépasser les hommes sur ce type d'effort d'ultra-endurance. J'espère en tout cas que ta performance, elle sera source d'inspiration pour beaucoup de femmes qui auraient un jour envie de se lancer dans ce genre de défi. Merci encore en tout cas pour nos très sympathiques et très agréables échanges. C'était un grand plaisir. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tous les défis à venir. Je suis sûr qu'il y en aura un très grand nombre. On suivra de près tes prochains défis et records que tu vas nous sortir de ton chapeau. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces jours avec un dossard au niveau du ventre. Ce serait très bon signe sur le contexte général. Et ça me ferait bien plaisir en tout cas d'avoir l'occasion de partager quelques moments avec toi sur une course ou à côté. Pareillement, ouais, on croise les doigts. Merci pour ton temps et cette très belle course épique que tu as partagée avec nous. À bientôt Élise. Merci Guillaume, à bientôt, ciao. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit,
N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.